Nous poursuivons avec votre audition une série de débats, tant en commission que dans l'hémicycle. Votre éclairage alimente donc une réflexion qui commence à s'étoffer et qui permet de mieux appréhender les raisons profondes de cette évolution accélérée entre, par exemple, le lancement de l'opération Serval en 2013, saluée par les populations, et la série récente de coups d'État qui s'accompagnaient dans ce secteur et la remise en cause de la présence française dans cette partie de l'Afrique. On avait beaucoup dit qu'on ne gagnerait jamais la lutte contre le terrorisme avec les armes, mais au contraire avec un accompagnement tout autre. Cela a été rappelé, un partenariat renouvelé avec les pays africains est donc impérieusement nécessaire. Chaque pays, avec ses particularismes, doit concentrer l'attention de notre diplomatie et nous devons combattre l'idée d'un Occident égoïste qui ne nourrit des accords qu'entre pays développés et œuvrer au contraire à un réel multilatéralisme. La France possède encore des atouts, du professionnalisme et de l'excellence de nos diplomates à l'atout formidable de la francophonie, de notre audiovisuel extérieur respecté, à l'attractivité encore importante de notre enseignement secondaire dans un certain nombre de pays africains. Il convient donc d'aborder la relation avec les pays africains avec optimisme mais également avec vigilance, en ne reproduisant pas les récentes erreurs et en tenant compte surtout du nouvel ordre global né du conflit en Ukraine et du réembrasement au Proche-Orient. Vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, de l'opinion publique. Quel est le sentiment qui prédomine par rapport à cette nouvelle donne internationale et quelles en sont les conséquences immédiates? Merci, monsieur le député. Monsieur Zinzou. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La France conserve des atouts très importants. Encore une fois, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects immatériels qui sont essentiels, si vous voulez. Notamment les atouts français sur la langue que vous venez d'évoquer. Il n'y a aucun doute que les pays anglophones reçoivent de façon démesurée par rapport aux pays francophones des investissements directs, parce que le fait de parler en anglais, de faire les contrats en anglais et de travailler en common law, c'est quelque chose qui rapproche les grands investisseurs institutionnels beaucoup plus du Ghana que la Côte d'Ivoire. C'est deux économies qui se ressemblent énormément, mais l'une reçoit 10 fois plus d'investissements étrangers en moyenne période, le Ghana, parce que se sert utilement de la langue, la culture juridique britannique, enfin anglaise. Et donc ça, c'est des atouts vraiment très importants. Et le travail sur la francophonie est, à mon avis, très important. Il y a plus de locuteurs francophones désormais en Afrique, de beaucoup, qu'en Europe et en France. Donc ça, c'est très important. C'est pareil pour la coopération en santé, la coopération culturelle, muséale, etc. etc. On a pris plusieurs exemples. Cela dit, vous posez une question à la fin sur l'opinion publique, si vous voulez, nous avons des opinions publiques contrastées parce qu'au Mali, je crois que la majorité de la population est très en faveur de la junte, voulait se débarrasser du régime civil précédent, pense que la France avait des liens particuliers, parce qu'il est vrai que le président Ibeka était membre de l'Internationale socialiste, avait une discussion avec M. François Hollande, de collègues à l'intérieur de l'Internationale socialiste, etc. Donc il y a une identification assez forte du régime d'Ibeka, qui est pourtant au total un progrès démocratique par rapport au passé, mais enfin, qui était perçu comme défaillant sur certaines dimensions, peut-être même celle de l'intégrité, ou sur son rejet des accords d'Alger, mais c'est très bien documenté dans le rapport, tout l'historique des accords d'Alger, donc je ne vous apprends rien. Et la France, notamment la France de gauche, monsieur le député, vous êtes conscient que le président Issoufou au Niger, le président Ibeka au Mali, le président Alpha Condé en Guinée, ont été des membres du Parti socialiste français et dans leur période d'exil, puisque la France
Tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce que la France, Madame la députée, disiez-vous, dialogue suffisamment avec les opposants? Mais les opposants démocrates sont réfugiés, des pays francophones sont réfugiés en France, en fait. Hein? Non, c'est pas vous qui avez posé la question de est-ce qu'on a trop d'affinité avec les dictateurs? Bon, donc si vous voulez, mais la situation de la Guinée, la situation du Mali n'a rien à voir avec celle du Gabon. Donc faut pas tout mélanger, mais il est probable qu'au Mali, la majorité de la population, il y a un sondage allemand qui a été fait par la coopération allemande qui semble le montrer, et je pense que M. Goïta va devenir un civil et va être élu président de la République du Mali. Il n'y a pas un très grand suspense, parce que là, c'est toute l'histoire. Le président de la République insiste énormément sur le mémoriel, avec l'Algérie, avec le Rwanda, avec l'histoire. L'histoire au Mali, c'est que les populations négro-africaines du Mali se sont toujours méfiées des affinités entre la France et les populations arabes et arabophones du nord du Mali. En clair, l'idée qu'il y a une histoire séculaire entre les Touaregs et les Français a toujours créé un problème avec les populations majoritaires du peuple des rives du fleuve Niger, si vous voulez. Tout ça rentre dans l'imaginaire. Donc, ça n'a rien à voir avec l'opinion publique gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce sont des situations différentes. Il y a entre Mali et France une histoire très très différente des pays côtiers. Il y a une longue fraternité avec la Russie. On a formé pour le coup beaucoup des élites maliennes en Russie. Il y a beaucoup de couples mixtes. Et donc le dialogue est complètement différent avec la Russie. Au Gabon, il n'y a pas un seul russophone. Enfin, je m'excuse pour les russophones gabonais que j'oublie, mais vous voyez, bon. La Guinée aussi a eu des relations compliquées avec la Russie, mais durables contre la France, du temps de Sékou Touré. Donc il faut admettre, si vous voulez, que nous avons des opinions publiques dans chaque pays, des situations différentes, des problèmes ethniques dans certains pays qui sont beaucoup moins sensibles dans d'autres, ou pas de la même façon, et que la France, pour des raisons historiques, est associée à ces problèmes. Est-ce qu'elle a poussé les Peuls? Est-ce qu'elle était l'amie des Touaregs contre les Bambara, etc. On a la chance et la richesse d'une histoire commune très très longue, mais si vous voulez, ça va encore prendre 2 générations que cette mémoire soit documentée, objectivée et dépassée. Même l'esclavage a encore une actualité dans l'imaginaire des populations en Afrique. Pourquoi? Parce que la loi sur le travail forcé, qui est quand même un autre nom de l'esclavage, la loi Houphouët-Boigny, elle est devant l'Assemblée nationale de 1946. C'est récent. Il y a encore des survivants du travail forcé. Donc vous voyez, on a des situations différentes dans chaque pays, avec des histoires avec la France qui sont passionnantes, qui expliquent pourquoi la diaspora malienne est la plus grande diaspora subsaharienne dans ce pays, qui participe aux élections de Montreuil. Et je ne sais pas, on n'a pas écouté de représentants d'Europe Écologie Les Verts, mais si vous voulez... Il s'impatiente. Bon, alors parfait. Alors,